Une jeune femme pauvre trouve un millionnaire ivre, PDG, dans les ordures et le ramène chez elle. Mais ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde, sous la pluie battante d'un minuit à Détroit. La ruelle étroite derrière, les bâtiments usés du quartier sud luisaient de flaques d'eau et de verre. Brisée, Lana Bennett. Une jeune femme de 25 ans aux cheveux blonds emmêlés et aux yeux de la couleur d'un ciel d'hiver, poussait son chariot de recyclage rouillé à travers les rues glissantes. Son sweat à capuche délavée collait à son corps trempé par la pluie. Et chaque pas dans ses chaussures en toile élimée produisait un léger bruit de souillon. Les ronds du chariot grinçaient et grattaient en heurtant le béton irrégulier. Elle connaissait cette ruelle par cœur, l'avait parcourue une centaine de fois, ramassant bouteilles, canettes et tout ce qui pouvait être échangé contre un repas. Mais ce soir-là semblait différent, alors qu'elle tournait au coin de la rue. Le faisceau d'un lampadaire vacillant éclaira quelque chose devant elle. Lana freina si brusquement que son vélo faillit basculer. Oh mon Dieu, qui se volta-t-elle? Là, affalée en un tas informe entre des sacs poubelles déchirés et du carton détrempé, gisait un homme. Il était étendu maladroitement sur le côté, la pluie trempant ses vêtements. Sa poitrine se soulevant à peine. Son costume de marque, bien que déchiré et taché, criait la richesse. Elle ne pouvait pas voir son visage clairement. Mais ce qu'elle aperçut fit accélérer son pouls. Lana hésita. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle s'avançait, un pas, puis un autre. « Monsieur, ça va ?» Sa voix tremblait alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. Elle tendit la main et toucha doucement son épaule. « Vous m'entendez ?» demanda-t-elle plus fort en le secouant légèrement. L'homme grogna, mais ses yeux restèrent fermés. Il marmonna des paroles incohérentes. Quelque chose qui ressemblait à une autre langue, ou peut-être juste au charabia d'un ivrogne. Une odeur âcre lui monta au nez et elle recula légèrement en plissant le nez. « Du whisky, murmura-t-elle, du whisky cher ?» Elle resta là, hésitante. Était-ce un piège? Elle avait entendu des histoires de femmes attirées par un prétendu homme sans défense, pour ensuite être volées ou pire. Son regard balaya la ruelle. Rien que les ombres et l'écho d'une musique lointaine provenant d'un bar voisin. Personne ne regardait, mais son regard retomba sur le front de l'homme où du sang sombre et collant se mélangeait à l'eau de pluie et coulait le long de sa tempe. Il saigne. Elle regarda de plus près. Son visage était beau, contusionné mais raffiné. Sa mâchoire était forte, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Des cheveux bruns, trempés, étaient collés à son front. Sa peau était pâle, trop pâle. « Si je le laisse ici et qu'il meurt !» chuchota-t-elle, la pensée poignarda sa conscience. Sa poitrine se serra. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire, même dans la boue. Certaines vies valent la peine d'être sauvées. Elle déglutit difficilement. « Merde !» marmonna-t-elle, puis elle rapprocha le chariot, saisissant l'homme sous les bras. Elle le souleva. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Son dos lui fit mal instantanément. Ses poignets protestèrent avec douleur. Mais elle refusa d'abandonner. Chaque traction envoyait des décharges de douleur dans ses muscles. Ses genoux glissant sur le pavé mouillé. « Allez, monte. Ne meurs pas, je t'en prie, » souffla-t-elle, moitié pour lui, moitié pour elle-même. Avec un dernier grognement, elle réussit à le hisser dans le chariot, l'allongeant entre des sacs de canettes en aluminium et de bouteilles en plastique. Sa tête bascula sur le côté. Elle retira rapidement son sweat à capuche et le mit en boule sous sa tête, le protégeant du cadre en métal. Elle recula, haletante, trempée jusqu'aux os, regardant la pluie ruisseler sur son visage. Puis, son regard fut attiré par quelque chose. Le col de sa chemise s'était déplacé. Elle se pencha et l'écarta doucement. Là, gravé au-dessus de son cœur, se trouvait un tatouage. Un blason détaillé représentant un aigle royal et des mots latins qu'elle ne pouvait pas lire. Il était net, précis, clairement réalisé par un professionnel. Pas le genre de choses qu'un ivrogne des rues aura, un sceau de famille d'entreprise. « Militaire, qui es-tu » demanda-t-elle à voix basse. Mais il ne donna aucune réponse. Le son du tonnerre gronda dans le ciel alors que Lana enfourchait son vélo et commençait à pédaler. Le chariot vacillait, plus lourd que jamais. L'homme gémissait à chaque secousse de la route, mais il ne se réveilla pas. L'eau giclait des roues alors qu'elle avançait, ses jambes tremblant d'effort et de peur. Elle ne savait pas qui il était ni ce qu'il avait fait. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas le laisser mourir dans les ordures, pas ce soir. Un nouveau départ. Lana poussa le chariot jusqu'à ce que son vélo rende l'âme juste devant sa cabane, à peine debout au bord des bidonvilles de Détroit, construites avec des planches pourries et couvertes d'une bâche bleue affaissée. C'était tout ce qu'elle possédait. La pluie chuchotait encore, tapotant contre le plastique comme un battement de cœur qui s'estompe. Elle déverrouilla la porte et la poussa. L'air à l'intérieur sentait le moisi et le froid, allumant un bout de bougie dans un coin. Elle traîna l'homme inconscient du chariot sur son unique matelas. Un morceau de mousse taché sur le sol. Agenouillée à côté de lui, les mains tremblantes, elle lui retira ses chaussures trempées, puis enleva soigneusement sa veste et sa chemise.
Son front était couvert de sang séché. Elle l'essuya doucement avec un chiffon humide en se mordant la lèvre. C'est alors qu'elle remarqua la montre en or élégante, chère. Son doux éclat capté par la lumière de la bougie. Même son costume déchiré criait la richesse. Les coutures, la texture. Ce n'était pas un ivrogne des rues. Il vient clairement d'un milieu aisé, chuchota-t-elle. Elle le couvrit de sa deuxième couverture, fine et trouée, et s'assit à côté de lui, observant sa respiration superficielle jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Recroquevillé sur le sol froid. Au matin, la pluie avait cessé. Une lumière pâle filtrait à travers le toit de bâche. Lana s'agita la première. Le corps endolori par le béton. Ses yeux se posèrent sur lui, toujours là, mais bougeant légèrement. Son front se plissa, ses lèvres tressaillirent, puis ses yeux s'ouvrirent. « Où suis-je » croissa-t-il. Lana se redressa. « Vous êtes en sécurité » dit-elle. « Je vous ai trouvé inconscient sous la pluie. Vous êtes chez moi. » Il essaya de s'asseoir mais grimaça de douleur, se tenant la tête. « Je ne me souviens de rien. Qui suis-je? Vous ne vous souvenez même pas de votre nom ?» Il secoua lentement la tête. « Rien. C'est le vide. » Lana étudia son visage, cherchant un indice. Mais elle vit que de la peur et de la confusion. « D'accord, » dit-elle doucement. « En attendant que tu te souviennes, je t'appellerai Ims. C'est tiré d'un livre que j'aimais quand j'étais enfant. » Il cligna des yeux, puis hocha la tête. « Ims? D'accord. Tu as de la chance d'être en vie. Tu avais une vilaine coupure à la tête et tu sentais le clocher d'un bar. Je suis désolé, marmonna-t-il. Je ne sais pas qui j'étais. Mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. » Lana s'étira. « Faim, je crois, oui. » Elle se dirigea vers un petit réchaud dans le coin, cassa deux œufs dans une poêle cabossée et fit griller du pain sec sur la flamme. Quelques minutes plus tard, elle lui tendit une assiette ébréchée. Et il me fixa le repas comme si c'était un trésor. « Tu n'étais pas obligé de m'aider. Tu ne me connaissais même pas. Je ne pouvais pas te laisser là, dit-elle. Il prit une bouchée, ferma les yeux. « La meilleure chose que j'ai jamais mangée. Tu ne dois pas manger beaucoup de plats faits maison, plaisanta-t-elle. Il rit doucement, puis regarda autour de lui. Cet endroit, c'est petit, mais paisible. Ils mangèrent dans un silence confortable. Ensuite, Eames se leva lentement, grimaçant encore. Il boitilla vers la porte qui grinçait, secoua la charnière lâche. « Ce truc tombe en morceaux, dit-il. Je sais. Je devais la réparer. Ça te dérange si j'essaie? Fais-toi plaisir, dit-elle. Il prit un tournevis dans une caisse, s'accroupit et se mit au travail. Ses mains étaient stables malgré les contusions. En quelques minutes, la porte s'ouvrit plus doucement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Tu l'as réparé » dit Lana, stupéfaite. « Ce n'était pas difficile, répondit-il avec un petit sourire. Il fallait que je fasse quelque chose. » Elle le fixa. « Merci, chuchota-t-elle. Il haussa les épaules. « Tu m'as sauvé la vie. Réparer une porte me semble juste. » Et dans ce moment de calme, Lana ne vit pas un étranger d'un monde qu'elle ne toucherait jamais. Elle vit un homme gentil, doux et discrètement extraordinaire. Une semaine plus tard, et ils étaient restés, et chaque jour commençait de la même manière, la lumière matinale perçant à travers le toit de bâche, le doux bruissement de Lana se déplaçant dans leur minuscule cabane, et l'odeur de la pluie qui persistait dans l'air. Il ne demanda jamais plus que ce qu'elle lui donnait de la nourriture, un abri et une compagnie silencieuse. En retour, il offrait l'aide qu'il pouvait. Le troisième jour, il insista pour l'accompagner. « Tu m'as sauvé, dit-il. Laisse-moi t'aider maintenant. » Et ainsi, ils se déplaçaient ensemble chaque matin dans les ruelles de Détroit, poussant le vieux chariot à la roue branlante et à la poignée à moitié cassée. Et ils apprirent rapidement à trier les matières recyclables, les canettes en aluminium ici, le plastique là, le carton aplati soigneusement en piles. Ils se salissaient les mains sans se plaindre, faisant même des blagues qui, à sa grande surprise, faisaient rire Lana, un vrai rire, pas le genre poli ou le petit rire qu'elle réservait aux étrangers. « Tu n'es pas si mauvais que ça, lui dit-elle une fois, souriant alors qu'il luttait pour équilibrer une pile de bouteilles. « Je devrais mettre ça sur mon CV, répondit-il, d'un air faussement sérieux. Spécialiste en gestion des déchets urbains. 5 étoiles. Cet après-midi-là. Ils firent une pause sous les larges branches d'un vieil érable près du bord de la décharge. Lana déballa leur modeste déjeuner, quelques œufs durs, une poignée de crackers et une pomme meurtrie partagée entre eux. Et Ings croqua dans sa moitié de pomme et s'adossa à l'arbre, regardant le ciel. « Tu penses parfois à ce que tu ferais si la vie avait été différente ?» demanda-t-elle, épluchant lentement son œuf. Et Ings la regarda, pensif. « J'y pense, mais c'est tout bleu. Comme s'il y avait un mur dans ma tête et derrière, des ombres, des formes. Je vois des bribes de choses. Une salle de conseil peut-être, des hommes en costume, des papiers sur une table, des disputes. De la pression, mais rien de clair. » Lana hocha la tête, puis hésita. « Avant, je voulais être créatrice de mode. Toi ?» demanda Ings, surpris. Elle eut un petit sourire narquois. « Pourquoi pas ? Non, je veux dire oui.
Je peux l'imaginer. Tu as cette étincelle. J'adorais dessiner des robes quand j'étais enfant. Dit-elle doucement. Je passais des heures à la bibliothèque municipale, à lire des magazines que je ne pouvais jamais me payer. Mais quand ma mère est morte, j'ai dû m'occuper de mon petit frère. L'école, les rêves, tout ça s'était arrêté. Et il me la regardait. Avec quelque chose de tendre et d'admiratif dans son regard, elle n'était pas seulement forte. Elle était pleine de rêves qu'elle n'avait jamais cessé de porter, même en silence. « Ton frère, où est-il maintenant en famille d'accueil » dit-elle doucement. Je ne pouvais plus subvenir à ses besoins. Ce n'était qu'un enfant. J'envoie toujours des lettres. Mais je ne sais pas si elles lui parviennent. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids des non-dits s'installant doucement entre eux. James ramassa un petit morceau de métal près de son pied. Une vieille capsule de bouteille plate et tordue sur le bord, il la tourna entre ses doigts. Une idée se formant dans son esprit. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait et peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, James s'assit à côté du chariot. Avec un petit clou et une pierre, il grava, lentement, avec soin. Quand Lana sortit pour voir ce qu'il faisait, il se tourna vers elle et sourit. « Regarde » dit-il en le tenant en l'air. Elle s'approcha. Dans le métal, éraflé mais clairement gravé, il y avait un nom, Lana. « Pour le chariot » dit-il, « pour que personne n'oublie qui dirige vraiment cette opération. » Elle fixa le petit morceau de métal, puis lui. Son cœur battit plus vite. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi petit, d'aussi insignifiant en apparence. Mais cela signifiait le monde pour elle. « Pourquoi as-tu fait ça » demanda-t-elle d'une voix calme. Il prit sa main en roulant doucement ses doigts autour des siens. Sa voix était ferme, mais douce, comme si les mots lui coûtaient quelque chose. « Parce que je ne sais pas qui j'étais, dit-il. Mais je sais une chose. Je veux rester ici, avec toi. » Elle plongea son regard dans ses yeux. Ses yeux bleus saisissants qui ne semblaient plus perdus. Ils semblaient avoir trouvé quelque chose. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'était ni parfait ni calculé. Il était hésitant, humain et réel. Le genre de baiser né non pas de la romance, mais de la reconnaissance. Et il se retira le premier, son front contre le sien. Lana ferma les yeux. À ce moment, sous la lumière mourante du jour, entourée par le murmure silencieux de leur monde, rien d'autre ne semblait compter. Mais au fond de lui, alors que James était assis à côté d'elle, une légère pulsation revint derrière ses tempes. Des flashs à nouveau, des costumes élégants, un rôle d'immeuble. Une voix criant des chiffres, il les chassa d'un clignement d'yeux, s'accrochant à la chaleur de sa main. Lana le sentit aussi. Pas le souvenir, mais la peur. Et s'il se souvenait? Et si tout, cette vie, cette paix, cet amour, n'était que du temps emprunté? Elle ne lâcha pas sa main. Pas encore. Pas ce soir. Le souvenir et la trahison. La pluie tapotait doucement contre le toit de bâche bleue. Un rythme doux et régulier dans le silence de la nuit. Le vent s'infiltrait par les fentes de murs en bois, faisant vaciller faiblement la flamme de la bougie sur l'étagère. À l'intérieur de la minuscule cabane, Lana était recroquevillée sous une couverture usée. Sa respiration lente et régulière. À côté d'elle, James était immobile, les yeux fermés, mais son esprit était loin d'être au repos. Il rêvait. Les images venaient par flash, une table en verre, des voix qui s'élèvent. Tu joues avec tout ce que nous avons construit, Ethan. Un poing s'abat, la montée de la colère, une porte qui claque, un bar, de l'alcool. Des bruits de pas derrière lui, un coup à la tête, et il se réveilla avec un sursaut. La poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Son front était couvert de sueur. Le rêve n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Il s'assit lentement et regarda autour de lui, la cabane, les étagères, la bougie vacillante et Lana dormant paisiblement sur le matelas. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point de changer. James, non, Ethan. Son nom était Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises, milliardaire et récemment porté disparu. Il pressa une main sur sa tempe. Tout lui revint d'un coup, les réunions, les contrats, les flashs des médias, la pression. Tellement de pression. Puis Michael Gide, la trahison, la dispute, l'agression, et maintenant ceci. Il regarda de nouveau Lana, son visage calme, les lèvres légèrement entr'ouvertes dans son sommeil. Elle l'avait sauvé sans rien demander en retour. Elle lui avait donné de la nourriture, un abri, de la gentillesse. Elle lui avait donné une raison de vouloir être meilleur et maintenant il se souvenait de tout. Ethan traversa la pièce en silence et s'assit à la caisse qui servait de table. Il trouva un bout de crayon et un morceau de papier de cahier. Les mains tremblantes, il écrivit « Lana. Je me souviens maintenant. Mon nom est Ethan Caldwell. Je suis le PDG de Caldwell Enterprises. J'ai été agressé après une dispute avec quelqu'un en qui j'avais confiance. Je n'ai jamais l'intention de te tromper. Quand je me suis réveillé sans rien, tu m'as tout donné. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'être vraiment vu. Mais je dois y retourner. Il y a des gens à affronter, des choses à réparer. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais une chose est certaine. Je t'aime. Si tu crois encore en nous, attends-moi. Je reviendrai.
Eames. Ethan. Il plia la note et la posa à côté d'elle sur le matelas. Puis, discrètement, il retira la montre en or de son poignet. Le seul vestige de son ancienne vie qu'il n'avait jamais lâchée et la laissa à côté de la lettre. Il resta là longtemps, la regardant dormir, voulant la réveiller. Tout lui expliquer. Mais il savait que cela ne ferait que rendre le départ plus difficile, et ça, c'était quelque chose qu'il devait faire seul, alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers les fentes. Ethan sortit. La pluie avait cessé. La ville au-delà des bidonvilles s'éveillait lentement. Sans un regard en arrière, il s'éloigna. Des heures plus tard, Lana s'agita. Sa main chercha à côté d'elle en quête de la chaleur familière. Ames, murmura-t-elle, les yeux encore mi-clos. Pas de réponse. Elle s'assit. Son cœur se serra à l'instant où elle vit le papier plié. Ses doigts tremblèrent en le dépliant. Ses yeux parcoururent rapidement la page une fois, puis une autre, puis une troisième fois. À la fin, les larmes brouillaient les mots. Il était quelqu'un d'autre. Un nom, un pouvoir, un homme d'un monde si éloigné du sien. Et il était parti, comme ça. Elle serra la lettre contre sa poitrine, sanglotant. Ne sachant pas ce qui faisait le plus mal, la vérité qu'il avait cachée ou l'amour qu'il avait emporté avec lui, le retour et la conspiration. 2 mois s'étaient écoulés depuis le matin où Lana s'était réveillée pour découvrir qu'Ethan était parti. Les jours se confondaient, pousser son chariot, trier les déchets, gratter quelques pièces sur des bouteilles, s'endormir sur le même matelas fin. Son visage, autrefois doux d'une chaleur tranquille, portait désormais une immobilité durcie. Elle se déplaçait avec détermination, mais sans vie. Ses yeux ne croisaient plus ceux des autres, sa voix était devenue plus froide. Elle se disait que c'était mieux ainsi. Il ne lui avait jamais vraiment appartenu. Il venait d'un autre monde. Mais chaque nuit, elle rêvait encore de lui, et chaque matin, elle se souvenait qu'il était parti. C'est lors d'une de ses tournées matinales qu'elle s'arrêta. Devant un prêteur sur gage, la vieille télévision dans la vitrine grésillait. Elle faillit continuer son chemin. Mais un nom attira son oreille. Ethan Caldwell a officiellement fait son retour sur la scène publique après un congé maladie de 2 mois. Des sources confirment que le PDG dirige une restructuration majeure de Caldwell Enterprises. Lana se figea. L'écran le montrait Ethan portant un costume sur mesure, les cheveux coiffés en arrière, debout derrière un podium avec le logo de l'entreprise. Il avait l'air confiant, posé, comme quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans son monde. Il ne lui avait pas menti. Mais il ne lui avait jamais dit la vérité. Donc tout était réel. Il était le Ethan Caldwell. Un milliardaire, et elle avait cru que tout entre eux était sincère, que ça avait un sens. Maintenant, tout ressemblait à une expérience cruelle, une aventure pour les riches, la vie de Toddy. L'amour charitable, juste assez longtemps pour ressentir quelque chose avant de retourner au pouvoir. Elle se détourna. Avant la fin du reportage, les mains tremblantes. Pendant ce temps, dans son bureau dominant Détroit, Ethan était assis, le regard fixé à travers la vitre. Les réunions s'enchaînaient, les contrats, les procès, les journalistes. Son monde était de retour. Mais il semblait être un costume qui ne lui allait plus. Il pensait constamment à elle, à Lana. Il avait écrit la lettre, laissé la montre, il pensait chaque mot. Mais la peur le retenait. La peur qu'elle le déteste pour ce qu'il n'avait pas dit. La peur qu'elle ne lui pardonne pas. De l'autre côté de la table, Michael Gide observait avec une satisfaction tranquille. Pendant l'absence d'Ethan, Michael avait déplacé son influence, courtisé le conseil d'administration et s'était lentement positionné pour prendre le contrôle. Maintenant qu'Ethan était de retour, il travaillait subtilement, avec persévérance, pour le saper. « Tu as l'air distrait, dit Michael un matin. Sûr que tu es prête à reprendre les rênes, je suis exactement là où je dois être, répondit Ethan, bien que les mots sonnent creux. Cette nuit-là, seul dans son penthouse, il prit une décision. Il devait la voir, l'après-midi suivant. Une berline noire s'arrêta près du bord des bidonvilles. Les rues n'avaient pas changé, bruyantes, fissurées. Réelle. Il la trouva près du dépôt de recyclage, traînant un sac de canettes vers son chariot. Ses cheveux étaient attachés en une tresse. Ses vêtements étaient superposés et usés, comme toujours. Mais elle se tenait plus droite maintenant, plus froide. « Lana », dit-il en sortant de la voiture. Elle se tourna lentement. Son expression se figea. « Je n'achète rien, dit-elle sèchement. Je ne vends rien, dit-il doucement. Je suis venu t'offrir quelque chose. Un travail. » Elle haussa un sourcil. « En tant qu'assistante, ajouta-t-il. Chez Caldwell Enterprises. » Elle le fixa un long moment. Puis, « Très bien, j'accepte. Mais que les choses soient claires. » Il attendit. « Je ferai le travail. Je le ferai bien. Mais... » Ça, elle fit un geste entre eux. « C'est juste du business. N'évoquez pas le passé. » Il hocha la tête. « Compris. » Avant qu'elle ne se détourne. Il appela un garçon qui passait par là et lui tendit une enveloppe scellée. « S'il te plaît, apporte ça à la femme dans cette cabane. » Le garçon s'enfuit en courant. Ce soir-là,
Lana rentra chez elle et trouva un petit panier près de la porte. À l'intérieur, du riz, des fruits frais, de la soupe en conserve, une barre de chocolat et un mot, pour les jours difficiles, de la part de l'homme qui te doit. Tout, le piège se referme. Coldwell Enterprise se dressait comme un monument de verre et d'acier dans le centre-ville de Détroit. Son rôle, une étendue polie de marbre, de luminaires et d'échos feutrés de chaussures en cuir frappant les sols propres. Lana franchit les portes tournantes, la tête haute, même si elle se sentait déplacée, dans son chemisier de seconde main et ses ballerines usées. Son premier jour en tant qu'assistante administrative fut tout simplement écrasant. Mais à la fin de la première semaine, des chuchotements circulaient déjà, sur sa rapidité d'apprentissage, sur la méticulosité avec laquelle elle organisait les plannings de la direction, sur le fait que ses rapports étaient toujours sans erreur. Elle vivait dans une cabane, murmurait une assistante derrière la porte de la salle des photocopieurs. Pas possible. Mais Lana ignorait les rumeurs. Elle travaillait avec une efficacité silencieuse, ne parlant jamais plus que nécessaire, ne s'attardant jamais près d'Ethan, sauf pour le travail. Elle l'appelait Monsieur Coldwell et il faisait de même, bien que de temps en temps. Leurs regards se croisent à travers la table de conférence, et quelque chose de non dit passait entre eux. Michael J. le remarqua aussi. Il observait attentivement Ethan en réunion. Il vit l'ombre d'hésitation quand Lana parlait. Là, façon dont l'expression d'Ethan s'adoucissait presque imperceptiblement. C'était une faiblesse dangereuse, et Michael n'avait aucune intention de laisser cela a ruiné le pouvoir qu'il avait construit pendant l'absence d'Ethan. Au début, Michael tenta un sabotage subtil. Il intercepta des mails destinés à Ethan. Il réaffecta accidentellement Lana à des tâches fastidieuses, mais rien ne la brisa. Elle continuait à livrer des résultats. Alors il passa à la vitesse supérieur. Michael avait toujours été rusé. Il approcha l'un des techniciens informatiques et a orchestré un plan, utilisé le poste de travail de Lana pour envoyer des fichiers de projets confidentiels à une entreprise rivale. Il fit planter l'email par quelqu'un, puis falsifia une piste montrant une communication entre Lana et un dirigeant concurrent. Les pièces s'emboîtaient comme sur des roulettes. Il avait juste besoin qu'Ethan le croie, ou plus précisément, il avait besoin que le conseil d'administration le croie. À la fin du mois, la pression montait. Des rumeurs de fuite au sein de l'entreprise commencèrent à circuler. Un matin, Ethan convoqua Lana dans son bureau. Il avait l'air fatigué, usé. Il y avait un dossier sur son bureau avec son nom dessus. « Je dois te demander quelque chose, » dit-il prudemment. Lana hocha la tête, se préparant. « As-tu été en contact avec quelqu'un de Jedwell Industries ?»« Non, » répondit-elle instantanément. « Pourquoi ?»« Des emails ont fait surface ce matin, de ton compte. » Elle le fixa, le cœur battant. « Ce sont des faux. Je n'ai rien envoyé. » Il la croyait. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Mais en dehors de d'eux, les murs se refermaient. Quelques jours plus tard, une réunion du conseil d'administration fut convoquée. Urgente, Ethan entra dans la salle ose. Parois de verre pour trouver le conseil au complet. Et Michael, debout en tête de table. Avec un sourire suffisant, un grand dossier reposait sur la table. Marqué « Dossier de preuve violation de la sécurité interne ». « Nous avons un problème », commença Michael. « Un problème sérieux. » Il présenta les documents falsifiés, les journaux de Meuse, les captures d'écran et une chronologie qui rendait le tout dévastateur. Il parlait avec assurance, avec l'air de quelqu'un contraint à contre-cœur d'annoncer de mauvaises nouvelles. « Madame Bennett, dit Michael, a transmis des informations à nos concurrents, et bien que je comprenne qu'elle ait une relation antérieure avec M. Coldwell, nous devons nous demander si ce lien a compromis son jugement. » Ethan se leva brusquement. C'est un coup monté. Michael garda son sang-froid. C'est au conseil d'en décider. Le vote fut rapide et brutal, avec effet immédiat. Ethan fut prié de se retirer pendant l'enquête. Lana devait être licenciée, escortée hors des locaux. La sécurité la rejoignit à son bureau 10 minutes plus tard. Lana ne pleura pas. Elle emballa ses affaires en silence, alors qu'elle traversait le hall de marbre. Les chuchotements reprirent, plus forts maintenant. Scandale, trahison, favoritisme. Elle continua de marcher, les yeux fixés devant elle, la poitrine serrée. À l'extérieur du bâtiment, le ciel gris menaçait de pleuvoir. Son téléphone vibra dans sa poche. Un seul message. « Je te crois, n'abandonne pas. Nous découvrirons la vérité. » Elle ferma les yeux, laissa échapper un souffle et continua de marcher. La confrontation finale. Le vieil entrepôt se dressait comme un squelette à la périphérie de Détroit. Sa carcasse rouillait gémissant à chaque rafale de vent. Des fenêtres brisées semblaient des yeux creux. Et l'air à l'intérieur était lourd de poussière et de décomposition. Lana entra par l'entrée latérale juste avant le crépuscule, son sac à dos sur une épaule, le visage fermé. Elle avait reçu l'appel plus tôt ce matin-là. « Si tu veux que ta petite amie reste en vie, apporte les dossiers », avait dit la voix. Seule
Pas de police. La voix ne savait pas qu'il était déjà trop tard. 2 jours auparavant, Lisa, une technicienne informatique qui avait travaillé en étroite collaboration avec Michael, avait contacté Lana en secret. Lisa avait toujours soupçonné Michael de malversation. Mais la peur la faisait taire. Jusqu'à maintenant, j'ai sauvegardé une copie des journaux d'administration. Avait-elle murmuré autour d'un café dans un restaurant bruyant, les mails, les registres d'accès, même un fichier audio. Il s'est vanté de ce qu'il a fait à Ethan. Lana avait immédiatement pris les fichiers et était allée directement à la police. Ils avaient promis d'agir discrètement, de monter un dossier. Mais quand Lisa ne s'était pas présentée à leur prochaine rencontre, Lana sut que Michael l'avait trouvée, maintenant, debout à l'intérieur de l'entrepôt. Lana balaya les ombres du regard jusqu'à ce qu'elle les voie. Lisa était attachée à une chaise, un bleu se formant sous son œil. Michael se tenait à proximité dans un costume gris impeccable, étrangement déplacé dans le bâtiment en ruine. À côté de lui se trouvait un homme imposant aux bras épais et au sourire cruel. Un des agents de sécurité de Michael. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, » dit Michael avec un sourire narquois. « Je veux Lisa, » répondit Lana. « Laisse-la partir. Donne d'abord la clé USB. » Elle la sortit de sa poche et la brandit. « C'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Tout ce que tu as essayé d'enterrer. » Il s'approcha, les yeux brillants. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais. Dommage que tu te sois mêlée de quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler. » Alors qu'il tendait la main vers la clé, la voix de Lana coupa la tension. « C'est une copie. » Michael se figea. L'original est déjà avec la police. Ils sont en route. En ce moment même, son visage se tordit. Petite, il se retourna en criant à son homme de main. « Brûle tout. Débarrasse-toi des sauvegardes, maintenant. » Mais le crissement des sirènes déchira l'air juste au moment où l'homme tendait la main vers les fichiers. Des lumières rouges et bleues inondèrent les fenêtres brisées. La police fit irruption de tous les côtés, criant des ordres, dans le chaos. Michael tenta d'attraper Lisa. Lana se jeta en avant, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Michael sortit une petite lame de son manteau, pris de désespoir. C'est alors qu'Ethan apparut. Il fit irruption par la porte latérale, les yeux rivés sur Lana. Il n'hésita pas. Alors que Michael tournait la lame vers elle, Ethan se plaça devant elle. La protégeant de son corps, le couteau effleura son épaule. Déchirant le tissu et la chair, il trébucha, mais resta debout. Les officiers plaquèrent Michael au sol. L'homme de main se rendit sans combattre. Lisa fut tirée de sa chaise, saine et sauve, tremblante mais vivante. Lana tomba à genoux à côté d'Ethan. Son visage était pâle, sa main serrant la blessure. Mais il réussit un petit sourire. « Tu penses toujours que je ne suis pas doué pour être là quand ça compte ?» murmura-t-il. Elle laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. « Tu es un idiot. »« Oui, » dit-il d'une voix faible. « Mais je suis ton idiot. » Ses mains se pressèrent sur sa blessure, essayant d'arrêter le saignement. Mais ses yeux le cherchaient désespérément. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Ethan leva la main, ses doigts effleurant sa joue. « Parce que peu importe qui j'étais ou qui je serais, la seule chose qui n'a pas changé, c'est ce que je ressens pour toi. » Sa voix tremblait, mais les mots étaient clairs. « Je t'aime. » Lana. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle se pencha et l'embrassa, un baiser doux, tremblant, plein de soulagement. Dehors, alors que la police sécurisait la zone et que Michael était embarqué dans une voiture de patrouille, les derniers rayons du soleil couchant se déversaient à travers le toit brisé. Et à l'intérieur, au milieu des ruines, quelque chose de brisé commença à guérir. Épilogue, les secondes chances. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel de Détroit, projetant de longues traînées dorées sur le toit terrasse de Coldwell Enterprise. Une brise chaude dansait sur la terrasse, tirant doucement sur la cravate d'Ethan alors qu'il faisait face à une mer de journalistes et de flash. Cela faisait une semaine depuis l'arrestation de Michael Gide. Une semaine que la vérité avait éclaté. Et aujourd'hui, Ethan Coldwell avait été officiellement réintégré en tant que PDG. Mais il n'était pas là pour reprendre le trône. Je tiens à remercier tout le monde pour ça. Patience, commença-t-il, la voix ferme mais calme. Ces derniers mois ont été difficiles. Nous avons découvert la tromperie, survécu à la trahison, et en sommes sortis plus forts. Il marqua une pause, puis jeta un regard à Lana, qui se tenait juste au-delà de la foule, observant avec des yeux prudents. Mais aujourd'hui, continua-t-il, je ne suis pas ici pour parler de rapports trimestriels ou de projections. Je suis ici pour parler de but, parce que le succès sans humanité ne signifie rien. J'étais autrefois un homme qui avait tout. Et pourtant je ne ressentais rien. Il prit une inspiration, jusqu'à ce qu'une femme qui n'avait rien me donne tout. Des murmures parcoururent la foule. Ethan laissa le silence s'installer. Elle m'a trouvé sous la pluie, brisée et oubliée. Elle ne connaissait pas mon nom. Et elle s'en fichait. Elle se souciait que j'ai froid. Elle se souciait que je saigne. Elle m'a sauvé, non seulement la vie, mais aussi l'âme. C'est le genre de leadership dont cette entreprise a besoin.
C'est le genre d'amour dont ce monde a besoin. Il recula du podium. Je quitte mes fonctions de PDG de Coldwell Enterprises avec effet immédiat. Je resterai impliqué, mais désormais. Cette entreprise sera guidée par des gens qui se souviennent de ce que signifie ressentir. Il quitta la scène avant que les murmures ne se transforment en cris. Sa voix était déjà tracée. Sur le toit au-dessus, la lumière était plus douce, plus silencieuse. Lana attendait près du bord. Regardant la ville, elle entendit ses pas derrière elle. Il la rejoignit en silence, lui tendant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec une breloque gravée de minuscules lettres cursives. Avec toi, toujours. Elle referma ses doigts dessus, les lèvres tremblantes. Je suis désolé d'être parti. Dis doucement, Ethan. J'avais peur. Pas de te perdre, mais de ne pas te mériter. La voix de Lana était un murmure. Tu n'avais pas besoin d'être parfait. Juste d'être honnête. Je le suis maintenant, dit-il en s'approchant. Je t'aime. Je t'ai aimé dans une cabane, dans une salle de conseil, dans le silence entre nous. Il prit sa main. As-tu encore assez de courage pour m'aimer à nouveau? Ses yeux brillèrent. Je n'ai jamais cessé. Elle se blottit contre lui et ils s'étreignirent sous le ciel flamboyant. En dessous d'eux, une enseigne de vitrine s'alluma. Les secondes chances, livres, rêves et café. Le rêve de Lana, devenu réalité, financé en secret par Ethan. Et pour la première fois, tous deux étaient exactement là où ils devaient être. Alors que l'écran s'estompait, une seule ligne apparut, l'amour trouve son chemin. Même depuis la ruelle la plus sombre. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant d'amour, de perte et de rédemption. Une jeune femme pauvre trouve un millionnaire ivre, PDG, dans les ordures et le ramène chez elle. Mais ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Cela nous rappelle que même dans les coins les plus sombres de la vie, l'espoir peut éclore et l'amour peut trouver un chemin. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait ressentir quelque chose de profond, ou vous a rappelé que tout le monde mérite une seconde chance, veuillez envisager de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Nous vous apportons des histoires puissantes, réelles et fictives qui guérissent, inspirent et restent avec vous longtemps après leur fin. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Donnez un pouce levé à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore en la magie de l'amour et de la compassion. D'ici la prochaine fois, restez bienveillants. Gardez espoir et continuez de croire en Histoire qui touche l'âme.